L'idée de départ, c'était de faire un film autour des enfants dans un milieu sauvage ou reculé, donc des enfants qui vivent dans la forêt. Et donc en fait, chercher plusieurs situations dans le monde où ça pouvait se trouver, mais un film sur l'enfance et le monde sauvage, l'enfance loin de la civilisation. Ça, c'était comme des images qui m'attiraient un petit peu en me disant j'aimerais bien faire un projet autour de ça, mais qui pouvait prendre des formes diverses. Ça aurait pu être une fiction que j'aurais écrite à partir de repérages ou d'une situation, chercher une histoire autour de ça. Et au cours d'un voyage à Moscou, j'avais travaillé avec une journaliste là-bas à qui j'ai posé la question, parce que la Russie c'est quand même un territoire très vaste et très romanesque. Dans les forêts de Sibérie, elle m'avait parlé de ce qu'on appelle les communautés de vieux croyants, qui sont une confession orthodoxe minoritaire dont le schisme remonte au XVIIe siècle, de familles qui sont foncées de plus en plus loin dans la forêt pour échapper à l'autorité de l'Église et de l'État. Elle a entendu parler de l'histoire d'une famille qui elle-même avait quitté ces communautés-là pour échapper à cet enfermement qui refuse à la fois la civilisation et qui est coupé de tout. Et donc il y avait l'histoire d'un homme qui avait construit, lui, sa propre civilisation. C'est-à-dire que l'idée qu'il vivait en autarcie là-bas depuis, je crois, 20 ans. Enfin, en fait, ça ressemble à un village, Braguino, mais en fait, c'est plusieurs petites cabanes qui font une maison. C'est-à-dire qu'il y a la cabane où on mange, la cabane où on dort, la cabane où on se lave, la cabane qui est le frigo, où on stocke la glace de l'hiver et qu'on recouvre de mousse et qui permet de tenir l'été, qui permet de stocker la viande au frais. Donc en fait, au début, les repères étaient un peu perturbés. Les enfants se ressemblent tous, les hommes sont tous avec des barbes et des treillis. On a mis beaucoup de temps à comprendre qui était le fils, le petit-fils, qui était le frère. Et au bout de, je pense, 2 jours, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à un autre endroit du village, de ce qui ressemblait à un village où on n'allait jamais. Et que de l'autre côté, il y avait des gens où au début je pensais que je les avais déjà vus, mais en fait que je ne les avais pas vus du tout. Et pourtant, ils ressemblaient beaucoup à ceux avec qui j'étais à table, ou avec qui je partageais le quotidien. Et petit à petit, on a compris qu'il y avait une barrière entre les deux. On se retrouve face à deux familles qui refusent de se parler, et c'est un conflit ouvert, total et irréconciliable, qui va du conflit de voisinage le plus absurde jusqu'à un conflit quasiment mythologique, puisque ce qui n'est pas vraiment raconté dans le film, elle refusait d'en parler, mais de l'autre côté, c'est la sœur de Lisa, la femme de Sacha. Donc c'est deux sœurs ennemies, il y a quelque chose de presque biblique quoi, entre Caïn et Abel. Et en termes de cinéma, en fait, le code de rester que d'un côté de la barrière et de l'autre côté, c'est une sorte d'ennemi invisible. On est beaucoup plus dans le film fantastique ou le film de guerre où c'est un extraterrestre qui descend d'un vaisseau spatial qu'on voit de loin, sur lequel on doit tirer et qui ne parle pas notre langue. Ça s'est un peu inventé au montage sur comment est-ce qu'on voit l'autre. Je savais qu'on allait le filmer que en long focal, que en silhouette, que ça allait être que des plans assez furtifs. Mais je savais aussi que ça faisait sens dans la mesure où en fait eux non plus ne les voient jamais vraiment. C'est-à-dire que eux non plus n'ont jamais de scène de discussion et c'est toujours une espèce de voisin, d'ennemi ou d'autre qui est fantasmé. C'est-à-dire qu'il y a une dimension paranoïaque qui est assez forte. Et ben le récit se construit en spirale des menaces, d'un ennemi, un danger. Et donc en fait il projette sur celui qui est de l'autre côté de la barrière, en l'occurrence la famille qui lead, tous les malheurs du monde. Et donc, on a travaillé un montage assez elliptique qui envoie des images comme des flashs, où la parole est dissociée. On entend une information et on voit une image. Et l'esprit du spectateur essaie de recoller un petit peu les morceaux. Parce que c'est un petit peu l'impression que j'ai eue dans cet endroit. C'est-à-dire de saisir des choses qui parfois arrivaient par accident, parfois qu'on me désignait. Et moi, de devoir me reconstituer un petit peu une histoire autour de ça, entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Cette logique de montage va avec le son. C'est-à-dire l'impression d'une angoisse assez sourde, d'une menace, de quelque chose qui rôde. Et puis ça va aussi avec la peur d'un danger, qui est en fait pour moi la forêt, c'est un lieu un peu mythologique ou originel, où c'est l'endroit où se construisent où s'inventent les monstres, où on redoute les bêtes sauvages, c'est l'endroit où se construisent les fictions et où avancent les héros, quoi. Donc c'est un pur espace à la fois cinématographique et mythologique et romanesque. Par ce récit, ce montage et la musique, qui parfois prend des airs de musique presque de fiction, de cinéma, j'essaie d'accompagner mes petits personnages vers des héros de western ou des personnages mythologiques, parce que plus le film avance, plus pour moi on bascule dans la tragédie. C'est-à-dire on se rend compte qu'on a des personnages qui sont beaucoup trop petits et beaucoup trop désarmés face à un danger qui est beaucoup trop grand.
Je savais dès le début que je voulais construire tout le projet du point de vue des enfants. C'est-à-dire que même si les enfants étaient pas exactement des personnages puisqu'ils n'agissent pas vraiment, ils prennent jamais de décision, mais les premiers spectateurs de tout ça. C'est-à-dire que chaque fois que dans toutes les scènes où on est à table, où il se passe quelque chose, les enfants sont là autour et dès qu'il y a un plan d'écoute, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un plan d'écoute, c'est on filme la personne qui parle, qui existe autant en fiction, et puis on filme la personne qui écoute, donc ça s'appelle un plan d'écoute. Dès qu'il y avait un plan d'écoute, il était en général sur les enfants. Comme s'ils étaient en réception de tout ça, ils sont un peu à notre place de spectateurs. La situation où les menaces qui pèsent là-dessus, en fait, sont dirigées directement vers ces enfants. Cette île, donc c'est l'île où jouent les enfants, ça s'est raconté, mais c'est l'île aussi où les adultes les déposent la journée parce que les enfants les ralentissent pour le travail. Il y a des chiens loups qui les protègent des bêtes sauvages. C'est l'endroit où les ours ne pourront pas traverser pour les attaquer. Et donc les enfants sont livrés à eux-mêmes sur cette espèce de banc de terre avec un petit bout de forêt dessus. Il n'y a pas de cadre, les enfants font ce qu'ils veulent, c'est un jeu perpétuel. Et puis petit à petit, au bout de quelques jours, on se rend compte que c'est aussi une prison. C'est un endroit sans projet, c'est un endroit duquel ils ne peuvent pas s'échapper. Ce qui est aussi une forme d'échec dans l'utopie, c'est-à-dire que c'est la deuxième génération, mais la première génération, c'était pas comme ça. Sacha apprenait aux plus grands en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire, de leurs aspirations, de leurs désirs. Et les plus grands apprenaient aux plus petits, et chacun s'est construit en fonction de là où il était le plus doué, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent lire ou réparer des moteurs, c'est en général ceux qui ne savent pas très bien chasser. La scène, elle s'est jouée entre les deux bandes d'enfants. Et cette petite scène de 5 minutes, pour moi, c'était, j'ai eu sous les yeux une sorte de leçon de géopolitique à l'échelle d'enfants de 6 à 10 ans. C'est-à-dire comment un territoire est d'abord investi par une petite population, comment une deuxième population veut la partager, comment est-ce que ça cherche à échanger mais ça ne le fait pas, est-ce que ça pourrait aller vers l'affrontement, ça ne le fait pas, comme s'il y avait en germe des tentations qui peuvent aller vers la résolution de ce conflit, ou au contraire vers l'éclatement ou en tout cas l'affrontement. Moi j'ai grandi moi-même dans la forêt. Évidemment dans une forêt qui n'a rien à voir avec la taïga sibérienne, mais au fond d'une vallée vosgienne, et j'ai grandi entouré de nombreux frères, et j'ai ce souvenir d'une enfance qui est rythmée par les jeux dans la forêt. Et c'était quelque chose à laquelle je voulais me reconnecter ou raconter. Voilà, de raconter cette petite histoire, mais de ne pas la centrer sur soi et son petit souvenir, et d'essayer de la retrouver dans le monde et de créer une interaction entre les images qu'on a et sa propre mythologie personnelle, et puis les accidents de la réalité ou le monde tel qu'il est. Et que vont devenir ces enfants ? Et cette interrogation qui est que ces enfants deviennent une sorte de métaphore d'un monde qui est voué à disparaître ou sur un point de bascule parce qu'il est trop menacé par les voisins, mais aussi par les braconniers, le reste de la civilisation qui se rapproche avec ce qu'il y a de pire, avec ses armes, son appât des terres, du gain, de toutes les ressources. Mais que ces enfants sont peut-être aussi les nôtres et sont peut-être déjà nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est peut-être déjà dans cette situation, mais on ne s'en rend pas compte parce que il faut aller dans des endroits radicalement éloignés du centre pour voir comment le monde bouge, et qu'ici on ne s'en rend pas vraiment compte, mais peut-être qu'on est déjà dans cette situation. Notre mode de vie est déjà peut-être en train de basculer, même s'il est loin d'eux, parce que des forces trop brutales, trop violentes et trop puissantes sont à l'œuvre, et qu'elles peuvent nous réduire en poussière. On est dans un Far West en permanence, et qu'à la fin les Indiens perdent toujours. Voilà. Et que c'est un grand Far West qui s'écrit depuis peut-être plusieurs siècles et qui est de plus en plus brutal, où tout est à vendre. À ça, il faut rajouter aussi le réchauffement climatique, c'est-à-dire que la taïga brûle de plus en plus chaque année. Les espèces naturelles n'ont pas le temps de se renouveler. Au nord de la Sibérie, il y a ces terres qui se dégèlent et des bactéries qui ressortent du sol et qui terrassent des troupeaux entiers de rennes, c'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce d'étau avec ce qu'il y a de pire du capitalisme qui arrive du sud et le réchauffement climatique qui arrive de partout et qui resserre ses mâchoires sur eux. Et je pense que ça n'appartient pas que à eux, ça n'appartient pas que à la Russie, mais c'est une espèce de situation cauchemardesque globale qui est en train d'advenir partout. Et je pense que ça en fait une histoire terrifiante et qui est celle de la marche de cette planète aujourd'hui.
C'est un film fétiche aussi de mon enfance, qui s'appelle Der Suuzala de Kurosawa, enfin je dis de mon enfance ou de l'adolescence, qui m'avait beaucoup marqué, qui me faisait pleurer terriblement. Et c'est le film russe de Kurosawa, et je pense avoir fait, non pas l'équivalent cinématographique, mais filmé l'équivalent du personnage, qui serait une sorte de Der Suuzala dans la Russie de Poutine. Voilà, aujourd'hui sur comment on tourne le monde, parce que dans Der Suuzala, l'issue est aussi tragique, mais elle apparaît à un autre rythme, avec, je pense, moins de tragique, c'est-à-dire que c'est un destin plus individuel. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de beaucoup plus collectif. Alors moi, j'aime bien être entouré de gens pour regarder des images. Voilà. J'aime bien être dans le noir et partager ce moment-là, et je trouve qu'il est important. Mais de manière générale, je trouve que plus on a de manières de regarder des images, plus ça s'enrichit, les modes de narration, de partage de ces images, qu'on y gagne. Et je pense aussi que aucune de ces nouvelles manières de faire circuler des images ne doit en condamner une autre. Voilà. Et que je pense que la VOD, le streaming sont des choses formidables qui doivent vivre avec la salle de cinéma.